Vous écoutez précisément Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invitée politique ce matin est Marie Messmer. Elle est députée LFI NFP de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, à savoir Rennes. Elle est venue tout spécialement pour être avec nous en direct ce matin depuis Rennes en train. Je l'en remercie, bonjour. Merci à vous pour l'invitation, bonjour à vous et à tous les auditeurs et auditrices. Alors nous allons parler de politique ce matin, évidemment, comme on le fait chaque jour à cette heure-ci, avec, si vous me permettez ce terme un peu trivial, un gros morceau qui s'annonce à l'Assemblée nationale, à savoir l'examen du budget, tout d'abord en commission avant de passer l'étape des débats, qui s'annonce d'ailleurs, on peut l'imaginer, houleux et électrique. Un budget qui est déjà fort contesté. Oui, évidemment qu'il est fort contesté et je vais essayer de vous en faire un exposé un peu pédago parce que c'est compliqué en fait de s'y retrouver entre tout ce qui est dit, surtout avec la langue de bois macrono-lepéniste. Mais concrètement, ce budget, de quoi on parle ? On parle de coupe de 2 milliards sur l'écologie, de suppression de 4000 postes dans l'éducation nationale alors qu'on savait déjà qu'il en fallait 3000, enfin qu'il en manquait 3000. C'est aussi 800 millions de coupes sur la prime d'activité, donc il va toucher énormément de nos concitoyens et concitoyennes, 250 millions sur les territoires ultramarins, alors qu'en plus, ils sont touchés par une crise politique, sociale, sanitaire. Mais localement, par exemple, pour le département d'Ille-et-Vilaine, c'est 60 millions de coupes. Et rien que pour Rennes et Rennes Métropole, c'est à environ 14 millions de coupes. C'est aussi 300 millions en moins pour l'agriculture, 400 millions pour l'assurance chômage, 15 milliards pour la sécurité sociale, alors que les Français cotisent pour ça et que dans le même temps, depuis 2017, les 500 plus grandes fortunes ont doublé leur fortune et le CAC 40 a doublé ses dividendes. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'en Macronie, on préfère tuer l'État, on préfère le ruiner plutôt que de toucher aux plus riches. Et du coup, on demande aux Français de combler ces déficits. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui à tous et toutes, c'est que c'est la grande masse du peuple qui va payer le budget macroniste avec le soutien de Marine Le Pen. Et que vraiment, on a beau entendre plein de choses, par exemple 19,3 milliards de recettes. En fait, il y a une partie qui est sur les entreprises, qui est ponctuelle, c'est 13,6 milliards. Et là-dessus, il y a 5,7 milliards qui sont sur les particuliers. Et sur ces 5,7 milliards, seulement 2 sur les grandes fortunes. Alors que pour l'ensemble de la population, ça va être environ 3 milliards, avec particulièrement l'augmentation de l'électricité, on pourra en parler. On va en dire un mot, effectivement, de l'augmentation de l'électricité car, et du gaz. Il y a un petit cafouillage là-dessus, d'ailleurs. On a pu l'entendre. On peut d'ailleurs y venir dans quelques minutes. Mais un budget qui, pour vous, n'est pas un budget social, finalement. C'est tout l'inverse. C'est les coupes prévues concrètement, c'est 41 milliards qui vont affecter la vie de tous les Français et seulement 2 milliards sur les ultra-riches. Et pour ça, je vous conduis à écouter un économiste qui s'appelle Gabriel Zucman, qui est un économiste qui a été à London School, qui a été aussi à Berkeley en Californie et aujourd'hui à l'ENS, et qui parle de paradis fiscal pour les plus riches en France. C'est un plan d'austérité qui est historique et qui a jamais été atteint en France parce que en fait depuis 2017 on a baissé les impôts et notamment sur les multinationales et les grandes fortunes, et du coup c'est la Cour des comptes qui dit on a perdu par an 62 milliards d'euros, et là justement ils demandent une économie budgétaire de 60 milliards d'euros. Et donc, ce qui veut dire que depuis 2017, il y a eu un déséquilibre total dans les recettes engendrées par la France, et qui, là, va être aggravé, sauf que ces recettes, en fait, c'est pérenne, contrairement à ce que le gouvernement veut faire sur les plus riches. Donc, on ampute les dépenses publiques et sociales de 40 milliards d'euros, là, actuellement, et ça ne fera... Enfin, vraiment, je vous dis qu'aggraver la situation sociale et politique pour l'écrasante majorité des Français. Et vraiment, tout le monde va être touché. Et là, on est en train d'être conduit dans un budget qu'on peut appeler un budget de récession. Pourquoi ? Parce que les carnets d'entreprise... à l'austérité, finalement. C'est même pire, c'est la récession. Vraiment, j'utilise le terme de récession parce que là, les conséquences, c'est que les carnets d'adresses des entreprises ils vont être vidés. Il va y avoir beaucoup plus de personnes au chômage, alors que justement, l'assurance chômage, elle aussi, va perdre en moyens. Du coup, ça va augmenter la pauvreté, mais ça va toucher forcément la consommation populaire. Or, la consommation populaire, c'est 53% de l'économie française. Et là, on est arrivé à un stade le plus fort atteint de baisse de consommation populaire depuis 10 ans. Et ce qui s'est passé en 2010, il me semble, en Grèce, c'était exactement ça, sauf que
En fait, c'est pas quand on fait le budget maintenant que ça a des conséquences. C'est sur le long terme. Et en Grèce, ils ont perdu 25% de leur PIB. Donc là, c'est ce qui attend la France. Et le gouvernement, aujourd'hui, macrono-lepéniste de Barnier, en fait, ils seront plus en place pour assumer les conséquences de ce qu'ils font. Donc moi, ce que je propose, c'est déjà, on les dégage, coûte que coûte. Et j'utilise vraiment le mot dégage sciemment, par coup de motion de censure ou par coup de destitution. Et nous, une fois au pouvoir, on propose un plan de relance qui n'est pas celui des coupes sur les dépenses publiques, mais qui est bien celui d'investissement et de recettes. Par exemple, on parlait des collectivités territoriales qui perdent énormément. On allait y venir, mais vous me devancez, mais c'est très bien. Effectivement, on a plusieurs collectivités territoriales qui alertent. On a entendu ces temps derniers, même une tribune qui réunissait les présidents de conseils départementaux de Loire-Atlantique, d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-d'Armor, qui tirent la sonnette d'alarme en disant si ça continue, nous, on va pas pouvoir financer les programmes prévus. Mais ils le disaient déjà depuis longtemps, comme les services publics. Sur quoi on coupe encore ? Faut me trouver. Est-ce qu'on coupe encore sur l'hôpital ? Encore sur l'éducation nationale ? Encore sur l'université ? En fait, à force, on rend tout ça privé. Mais c'est le projet macrono-lepéniste de rendre tout ça privé, parce que c'est leurs petits copains. L'Association des maires de France, elle dénonce aujourd'hui, ce n'est pas 5 milliards comme annoncé. Finalement, c'est 9,5 milliards de coupes qui va arriver, parce qu'en fait, il faut prendre en compte l'inflation, mais aussi savoir, en fait, pour service rendu égal l'année passée, à combien on mise les dépenses publiques. Là, en fait, ils vont devoir se serrer la ceinture, surtout les collectivités territoriales. Quand on parle de collectivités territoriales, on parle de transport, on parle de petite enfance, on parle d'aménagement du territoire, on parle d'écologie, on parle par exemple de tiers-lieux, d'associations, de culture. Par exemple, on parle de vous, la radio. Aujourd'hui, vous avez sans doute suivi parce que ça vous concerne tellement directement, mais ce qui est annoncé, c'est une coupe de 35% sur le fonds de soutien de l'expression radiophonique, c'est-à-dire 10 millions d'euros, alors même que vous êtes le deuxième employeur du secteur de la radiophonie. Ce qui veut dire donc que des secteurs comme vous, comme des associations, comme des tiers-lieux, ne pourront plus recruter derrière, et qu'en fait, on met main basse sur la culture, sur la démocratie locale, sur la place des territoires. Donc oui, je suis très très inquiète, et ce que j'allais vous dire tout à l'heure, c'est que les collectivités territoriales, c'est environ 70% de ce que c'est d'investissement pour le secteur du public. Donc ça a une place considérable dans ce que fait aujourd'hui la France, notre vie commune, notre cohésion territoriale. Et voilà, tout le monde ne peut qu'être inquiet, parce que les gens vont être touchés soit directement par l'électricité, soit par les coupes sur les primes d'activité, soit pour les retraités, la désindexation des retraites, les étudiants, pareil, la réforme des bourses qui s'arrête, l'université qui perd un budget considérable, l'arrêt de la recherche dans les questions écologiques. Enfin, tout ça est dramatique. Alors sur l'électricité, Marie Mesmer, je voulais qu'on en dise un mot, parce que on a entendu plusieurs versions, plusieurs choses de dites. Par exemple que finalement les hausses prévues de la taxe, en fait, il s'agit bien de la taxe sur l'électricité et non pas de l'énergie en soi, puisque l'énergie a plutôt tendance à baisser, mais que ce soit transparent finalement pour le portefeuille des Françaises, des Français. On a entendu un peu la même chose autour du gaz, en disant voilà, il va falloir changer la fiscalité sur le gaz. Puis finalement on y revient, on a un petit peu de mal à y voir clair. Moi je crois que l'énergie, on a du mal à y voir clair parce qu'ils font tout pour que ce soit pas compréhensible, mais je crois que l'énergie du coup c'est l'illustration claire de la politique macroniste aujourd'hui. Et donc en effet vous aviez raison, c'est la taxe, la TICFE qui est concernée, donc ça aussi on tout fait pour qu'on ne la comprenne pas. La petite ligne sur la facture. Voilà, et je vais vous expliquer du coup l'histoire de cette TICFE. C'est qu'en 2022 il y avait une augmentation des prix de l'énergie liée au gaz russe et à la guerre en Ukraine, et l'incapacité de millions de Français et de Françaises de payer leurs factures à la fin du mois. Du coup le gouvernement à l'époque décide de baisser cette taxe et la passe à 1 euro le mégawattheure consommé. Et évidemment, ça n'a pas réglé les problèmes de facture de paiement, puisqu'en fait, le problème de l'énergie, c'est les fournisseurs qui, eux, mettent des tarifs totalement fous sur l'électricité et s'enrichissent. Et donc, en baissant cette taxe, c'est l'État qui s'est appauvri tout seul, au lieu de bloquer les prix que les fournisseurs mettaient pour leur empêcher de faire des marges sur le dos des Français et des Françaises. Par exemple, Total Energy a versé 18,4 milliards de dividendes à ses actionnaires l'année dernière. C'était une hausse de 7,1% pendant que nous, on se saignait pour payer
payer nos factures. Donc c'est les grands énergéticiens qui ont multiplié leurs profits et qui ont versé des dividendes records. La France était d'ailleurs le pays record en Europe à ce moment-là. Et donc, ce que je vous disais, en Macronie, on préfère se ruiner l'État sur le dos des Français, des Françaises et au profit des plus riches. Ça, c'est clair. En 2024, du coup, il y a à nouveau une augmentation record et Attal décide d'augmenter cette taxe. Elle passe de 1 euro par mégawattheure à 21 euros. Et là, en fait, ce qu'on entend, c'est que Barnier projette d'augmenter cette taxe-là à 32 euros. Mais en fait, ça pourrait être même plus. Donc, en gros, le gouvernement d'Emmanuel Macron a volontairement ruiné l'État pour que les plus riches s'enrichissent sur notre dos. Et aujourd'hui, il nous demande à nous de payer ça. Et en disant, c'est pas de notre faute, c'est l'électricité, c'est la guerre, c'est les frontières en Europe, c'est le gaz. Et en fait, évidemment, quand on commence à s'arrêter sur la question, on se rend compte du scandale que c'est. Et du coup, là, il rétropédale, il parle un petit moment du gaz, un petit moment finalement de l'électricité. C'est Agnès Pannier-Runacher qui fait tous les 5 minutes de rétropédalage. À mon avis, dans pas si longtemps, Barnier va, comme il a fait avec d'autres ministres, la reprendre et voilà. Et ça va être dramatique pour tout le monde. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est ça, par exemple, c'est 3 milliards des Français c'est 3 milliards d'euros sur le dos de tous les Français. Est-ce qu'aujourd'hui, car on a compris quand même qu'on a 3 000 milliards, plus de 3 000 milliards, 3 228 milliards d'euros de déficit, la dette continue de se creuser. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut quand même trouver des solutions justement pour endiguer, on pourrait presque dire, cette dette qui devient... est-elle d'ailleurs toujours contrôlable, cette dette ? Oui, elle l'est, et elle l'est pas uniquement à notre échelle, parce qu'en fait, c'est une dette qui coule aussi depuis le Covid, où la Banque centrale prêtait directement aux États et passait plus par des banques qui mettaient leur taux dessus. Donc elle l'est par négociation et rapport de force d'État ensemble sur ce sujet, parce qu'on n'est pas les seuls concernés. Par contre, on est les seuls à avoir une gestion aussi dramatique. Macron est totalement comptable de tout ça, comme Bruno Le Maire. Notre président des Finances, qui est insoumis, qui s'appelle Éric Coquerel à la Commission des Finances, veut lancer une commission d'enquête parlementaire et du coup entendre Bruno Le Maire, parce que c'est le rôle des parlementaires aussi d'enquêter et d'avoir un regard sur ça. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas anodin. Il y a un responsable et il faut les nommer. Ensuite, des solutions, évidemment, j'en ai. Et donc, il y a par exemple le Nouveau Front Populaire, qui est une coalition de plusieurs partis et mouvements qui n'ont pas forcément le même avis sur tout, y compris sur la dette, ont quand même 10 amendements là communs, et c'est que le début, pour pouvoir proposer 49 milliards d'euros de recettes sans hausse d'impôts pour la grande majorité des Français, les classes moyennes et populaires. Et permettez-moi, s'il vous plaît, de vous présenter les mesures phares pour moi, mais pour la France insoumise, qui, elle, représente pas juste 59 milliards, mais 69 milliards d'économies tout de suite sur les recettes, sans toucher aux impôts de 90% de la population. C'est un petit paquet qui, du coup, comble les 60 milliards que Barnier cherche. C'est mettre en place une taxe sur les super profits, ça rapporte 15 milliards. C'est remettre en place l'ISF qui a été abandonné par Emmanuel Macron, c'est 10 milliards d'euros. Taxer les gros héritages au-dessus de 12 millions d'euros. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un, vous, dans votre entourage, qui touche plus de 12 millions d'euros, qui a 12 millions d'euros à donner. Voilà, c'est taxer au-dessus de 12 millions d'euros, c'est 17 milliards d'euros de recettes. Et supprimer les niches fiscales qui sont polluantes et inutiles, c'est 27 milliards d'euros de recettes. Parce que le CAC 40, donc 40 plus grosses entreprises en France, ont 1000 filiales dans les paradis fiscaux. Donc c'est bien qu'il s'y passe des choses à un moment. On estime aujourd'hui que l'évasion et la fraude fiscale, c'est entre 80 et 100 milliards d'euros. Donc il y a largement à faire, au moins d'aller regarder. Sauf que là, c'est absent dans le budget de Barnier. Et moi, ce que je vais vous dire, la grande priorité aujourd'hui pour moi et pour tout le mouvement duquel je fais partie, c'est d'augmenter les salaires. Parce que augmenter les salaires, c'est aussi augmenter directement la consommation populaire. Et comme je vous disais, ça fait 10 ans, on n'est jamais arrivé à ce stade-là de baisse de la consommation populaire. Donc il faut savoir ce qu'ils veulent. De toute façon, leur compromission avec les plus riches et les grandes entreprises, ça se voit maintenant. Je disais il n'y a pas si longtemps à votre micro, je crois, pendant les européennes, ça commence à se voir. Ça y est, c'est fini, ça se voit, c'est criant et ça met tout le monde dans un état de pauvreté absolue. C'est aujourd'hui un budget, je vous disais, de récession, mais aussi d'organisation de la misère. Avec de grandes colères, on l'a vu pendant les élections, que ce soit les européennes ou les 2 tours des législatives, les Français ont sanctionné finalement la politique d'Emmanuel Macron, que ce soit en votant d'ailleurs pour la gauche réunie ou encore pour le Rassemblement national. On a vu plus de 11 millions de personnes, c'est quand même un signal d'alerte important aujourd'hui. Est-ce qu'il faut l'entendre, ce signal d'alerte ? Est-ce qu'il faut essayer de comprendre pourquoi ?
Pourquoi les Français ont voté aussi pour le Rassemblement national ? Déjà parce que ils ont voulu que Emmanuel Macron soit le grand perdant de ces élections, et ça fait déjà 3 fois qu'il perd les élections parce qu'il ne cautionne pas la politique de misère sociale d'Emmanuel Macron. Ensuite, parce qu'on a un climat d'ambiance, notamment par des médias comme CNews aujourd'hui, qui attise le racisme, la violence, les discriminations, la haine des uns contre les autres, comme le Rassemblement national le fait, tout en essayant de porter des belles cravates et essayer de se faire allier avec l'Europe et avec les banques et montrer qu'ils peuvent être un parti de gouvernement. Ils le seront jamais. Tout le programme du Rassemblement national est lui-même raciste et surtout ne changera jamais rien à la misère sociale, puisqu'en fait ils ne savent pas, ce n'est pas dans leur programme politique de répondre aux classes populaires. Eux aussi sont les grands alliés des riches. On l'a bien vu avec la réforme des retraites. Ils ont ni été dans la rue, ni été capables d'avoir une vraie ligne sur le sujet. Et maintenant, pour se faire mousser, ils la mettent dans leur niche, ce qui est scandaleux. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc en fait, avec l'extrême droite, avec les médias comme CNews, il faut expliquer, il faut parler, il faut rappeler le contenu raciste et xénophobe de ce parti. On l'a vu de toute façon pendant les élections. Vous avez vu le nombre de candidats qui ont été pris en photo avec des cascades nazies, ou enfin même des trucs beaucoup plus graves. C'était Gilles Pénel d'ailleurs, qui en Bretagne, qui était responsable de recrutement pour le Rassemblement national et d'essayer de trouver des personnes qui soient les plus lisses possibles, sans trop de casseroles, comme on dit. Et Gilles Pénel a démissionné parce qu'il a été lui-même obligé d'assumer son échec. Le Rassemblement national reste un parti raciste. On le voit aujourd'hui. Moi, il y a des, je ne veux pas les appeler des collègues, mais des députés Rassemblement national, comme Julien Audoul, qui recrutent des collaborateurs parlementaires qui sont poursuivis pour incitation à la haine, pour racisme. Enfin, voilà, c'est dangereux, grave, et je vous assure, bien dans les yeux, croyez-moi, quand je vous dis que eux ne répondront pas à ce qui se passe aujourd'hui en termes de misère sociale. Ils se compromettent en permanence également avec les plus riches, et ils en ont besoin pour se faire élire. Avec une grande colère. Alors comment calmer cette grande colère ? Vous avez déjà détaillé les mesures de Nouveau Front Populaire et de LFI. Il y a aussi une colère qui monte, on l'entend depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, on peut la lire. Voilà, on a entendu que l'Élysée allait augmenter son budget, les sénateurs également. Est-ce qu'il ne faut pas montrer l'exemple ? Alors voilà, il ne s'agit pas de faire du bashing vis-à-vis des députés ou des sénateurs, mais est-ce qu'il ne faut pas à un moment montrer l'exemple ? Bien sûr que si. Il y a, en l'espace de 2 ans, l'Élysée n'a fait qu'augmenter son budget. Là, c'est 3 millions en plus. Alors, comme je vous disais, toutes les coupes qu'il y a à côté sur l'écologie, sur l'éducation nationale. Enfin, voilà, c'est Macron. En fait, il fait des dérapages records en permanence sur les dépenses de l'Élysée. Macron et Brigitte Macron. D'ailleurs, certains veulent aller regarder quelles sont les dépenses de Brigitte Macron, même les sortir en fait des dépenses de l'Élysée. Il avait obtenu une rallonge de 12 millions d'euros en 2024. Là, c'est 3 millions supplémentaires. Donc, on en arrive à 15. Barnier cherche des économies à faire, qu'il le fasse sur l'Élysée. Moi, je trouve que c'est scandaleux quand on voit ça, qu'un budget augmente en rapport de l'inflation. Ça aurait dû être pareil pour tous les Français et les Françaises, et aussi pour le budget, y compris de l'Élysée, de l'Assemblée nationale. À ce point, c'est vraiment du foutage de gueule, hein, je vais vous le dire clairement, et je l'assume tout à fait. Est-ce qu'on peut imaginer que ce budget puisse être voté par 49.3, même si Michel Barnier et son gouvernement s'en défendent en disant voilà, on veut favoriser le débat, on veut favoriser la discussion avec les députés. Est-ce qu'on peut imaginer que s'il y a situation de blocage, on arrive au 49.3 ? Oui, c'est faux. Ce qu'il raconte, c'est encore une fois des éléments de langage, parce qu'il a lui-même assumé l'éventuelle option d'utiliser le 49.3, et on le sent en gros comme une maison arrivée. Encore une fois, du coup, le Parlement se fera marcher dessus et piétiner par Emmanuel Macron et son gouvernement. Moi, ce que je crains aussi, c'est qu'ils fassent sciemment durer les débats. Parce qu'en fait, vous savez, l'Assemblée nationale, elle a une date de fin pour pouvoir voter le budget. C'est fin novembre, il me semble. À vérifier, mais en tout cas, c'est fin novembre ou alors début décembre. Et en fait, si on dépasse cette date-là, c'est le budget de l'année dernière qui passe, mais au regard seul d'Emmanuel Macron. Et lui qui a l'habitude de fonctionner déjà tout seul par décret, ordonnance, il y en a eu plus de 1300 durant l'été pendant un gouvernement démissionnaire, qui a eu des conséquences drastiques, par exemple la suppression d'un quart des travailleurs et des travailleuses en protection judiciaire de la jeunesse, eux qui font que, dans tout leur discours, dire aujourd'hui qu'il faut plus de répression, de contrôle des jeunes délinquants, suppriment en même temps
cet été un quart des effectifs de travailleurs sociaux qui justement travaillent auprès des jeunes qui font l'objet de suivi judiciaire. Donc, vous voyez, jamais faire confiance à un discours macrono-le péniste ou de Barnier. Et voilà, ce qu'il y a à craindre, c'est justement ça qui rejette la faute sur le Parlement qui a été trop loin dans les débats. Or, en fait, le budget qui nous présente aujourd'hui nécessite évidemment un débat et un regard des parlementaires, d'autant qu'en fait, ils ont tardé à nous l'envoyer. Vraiment. Il y a un contre-budget que la gauche propose. Il y a aussi le Rassemblement national, on en parlait tout à l'heure, qui propose aussi son contre-budget. Voilà, ça promet quelques joutes à l'Assemblée nationale. Oui, enfin... C'est le cas depuis toujours. Hein. Vous savez, moi j'ai commencé du coup là réellement en commission début septembre quand je vois, par exemple sur la cérémonie des JO, nous avons auditionné Monsieur Joly qui était l'organisateur de la cérémonie. Vous vous souvenez de toutes les personnes qui se sont passées à CNews pour crier sur la question des personnes trans, de Aya Nakamura, des personnes racisées, etc. Bah là, ils disaient plus rien. C'était c'était bien, pourquoi ? C'est dommage, il pleuvait et tout. Enfin, ils sont très hypocrites en commission, mais derrière ils en pensent pas moins, ou derrière ça les empêche pas de porter des discours haineux dans certains médias. Et puis à l'inverse, par exemple, on a reçu des syndicalistes étudiantes, des femmes, elles étaient 6, et elles ont été en permanence coupées, ils leur ont hurlé dessus avec des propos infâmes, enfin. Donc là, moi je les ai défendus et je continuerai à le faire, et donc je ne laisserai pas cette mascarade d'un budget Rassemblement national passer, alors qu'en fait ils cautionnent le gouvernement de Barnier, disent oui ok on veut bien de Barnier à 3 conditions, notamment de ne pas toucher aux plus riches, c'est la mascarade du Rassemblement national, et dire qu'en fait en permanence ils sont les uns et les autres alliés. C'est vraiment, quand je vous dis un gouvernement de Macron-Le Pen, c'est pas pour rien, et c'est pas pour rien non plus que eux détestent tous la France insoumise ou le nouveau Front populaire, parce que nous sommes réellement le vrai contre-pouvoir et contre-projet politique à ce que font Macron et ses amis les plus riches. Nous justement on veut le partage social pour tous et toutes, et l'égalité, notre vraie devise, égalité, liberté et fraternité, ce qu'eux rejettent pour leurs petits privilèges à eux. Alors il y a un autre sujet qui va sans doute déchaîner les passions et qui va faire beaucoup discuter, c'est l'immigration. Et on a entendu la porte-parole du gouvernement annoncer une nouvelle loi en 2025 chez nos confrères de BFM. Elle a dit en quelques mots que, donc il s'agit de Maud Bréjon, elle a dit en quelques mots qu'il faudra une nouvelle loi immigration pour adopter un certain nombre de dispositions, voilà, qui seront détaillées, j'imagine. Elle a commencé ce matin à les détailler. Voilà, on a entendu chez nos confrères des radios voisines et néanmoins amis. Il y a besoin de nouvelles lois immigration ? Non, bien sûr que non. Et comme je vous disais justement, ce gouvernement est totalement allié avec l'extrême droite. C'est que déjà à l'époque du dernière loi immigration, donc c'était cette année, les pénistes disaient que c'était leur mesure qui était passée. Là, on est sur le 118e texte depuis 1945, entre une loi tous les 2 ans à peu près, plus des ordonnances, des décrets, des arrêtés, des circulaires. Et rien n'a calmé le débat et l'instrumentalisation idéologique de l'immigration. C'est une surenchère politique pour que chacun ait son petit mot. Et honnêtement, je vais vous dire, les flux migratoires n'ont jamais été calmés à coups de décrets, mais c'est bien parce qu'il y a des problèmes extérieurs comme la guerre, les traités de libre-échange, la crise climatique. Juste en quelques chiffres, en 2030, il y a 216 millions de personnes qui seront des réfugiés climatiques qui sont attendus. Donc leur loi ne répondra pas à ça parce qu'ils le prennent jamais en compte. Il y a, par exemple, en France, on est les champions aujourd'hui de l'immigration et des lois, mais aussi des OQTF. En 2010, on était à 60 000 OQTF. Aujourd'hui, en 2024, on est à 134 000 OQTF. Et parmi celles-ci, il n'y a que 5,7% des OQTF qui sont posées en raison de troubles à l'ordre public. Pour l'immense majorité des personnes sous OQTF, c'est des braves gens insérés. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que là, en faisant une nouvelle loi, ils vont encore mettre en difficulté la justice, qui peine à suivre toutes ces lois, qui peine à avoir du temps pour traiter toutes les demandes. Et en fait, ils engorgent. Et de cette manière, en fait, la justice ne va même pas pouvoir continuer à prendre en compte la minorité, donc les 5,7% des OQTF que je vous dis, de personnes qui sont dangereuses. Et après, ils alimentent le débat autour... En fait, c'est juste raciste. Hein. Mais vraiment, pendant l'immigration ukrainienne ou européenne, on n'en parle pas. Par exemple, mon ex-belle-mère, elle est franco-anglaise. Enfin, non, elle est anglaise, elle n'a pas la nationalité française. Est-ce qu'on parle de ces personnes ? Non. Et je veux faire le lien avec le ministre Retailleau, là.
On parlait de macrono-lepénisme. Retailleau, en fait, c'est la figure la plus saillante de la compromission des macronistes avec l'extrême droite. Il parle de décivilisation, qui est un terme utilisé par l'écrivain Renaud Camus et qui a été totalement utilisé par Zemmour pendant sa campagne. Il parle de français de papier. C'est une expression xénophobe qui est la même que français de souche, qui date de l'époque de Vichy, qui a été utilisée pour mettre en place les politiques de dénaturalisation. Et là, par décret, Emmanuel Macron et Barnier viennent de le nommer responsable de la lutte contre les discriminations. Je vous le dis encore une fois, droit dans les yeux, c'est du foutage de gueule quand on voit ce ministre a voté contre les thérapies de conversion, contre l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, contre la loi anti-trans, mais comme Laurence Garnier ou Monsieur Hetzel, qui sont les ministres de la consommation et de l'enseignement supérieur et de la recherche, eux, ils ont voté contre le mariage pour tous, contre la PMA, enfin. Voilà, ces personnes sont infâmes et voilà. Et aussi, si je peux me permettre une minute, une petite minute, on arrive quasiment à la fin de l'entretien. Je voudrais parler aussi de ce qui se passe au Liban, en Palestine, en Israël et du regard médiatique qui est porté là-bas. Il y a plus de 40 000 morts à Gaza. Et dans le nord de Gaza, il y a un espace qui s'appelle Jabalia où il y a 300 000 personnes. Aujourd'hui, ils sont totalement enfermés, massacrés. Les journalistes, vos confrères, sont en train de se filmer leur dernier souffle, filmer leur dernier moment de vie. Ils expliquent des choses qui sont infâmes. Et au Liban, donc Israël attaque là-bas, et au Liban, de la même manière, ils attaquent les casques bleus de l'ONU, dont des Français. Il y a 700 quand même casques bleus sur place, dont des Français. La force de la finule, voilà. La finule, exactement. Les Français connaissent pas trop le terme finule, mais en tout cas les casques bleus, c'est-à-dire l'armée de l'ONU, qui est une armée pacifique et qui doit empêcher les fronts. Et il y a 2 chars qui sont entrés là-bas, il y a du gaz blanc qui a été perçu. Enfin, vraiment, on arrive à une escalade énorme. Le ministre des Finances israélien disait qu'en fait, il voulait que Israël aille du Liban en Irak jusqu'à l'Égypte, et on se rend compte aujourd'hui que c'est là aussi quelque chose de totalement raciste, colonial, et on est incapable d'avoir une voie pacifique parce que la paix, elle se décrète pas, elle se travaille. Quand Emmanuel Macron, 1 an plus tard, demande d'arrêter de livrer des armes à Israël, eh ben, il se fait réprimander par Netanyahou. Il est incapable de tenir cette position-là. Et on voit bien qu'ils sont mal à l'aise avec le Liban parce que le Liban est francophone, parce que le Liban filme, parce que le Liban, beaucoup de Français y habitent et qu'on a aussi chez nous beaucoup de Franco-Libanais. Ce qui se passe est dramatique et ça touche à notre humanité commune. Et donc, je voulais avoir une grosse pensée pour ça. Et puisque votre antenne est assez libre dans le temps de parole qu'on peut avoir, il me semblait important de signaler le siège qui est en cours à Jabalia et l'ensemble des morts qui y sont. Ouais. Voilà, eh bien, c'est le rôle aussi des radios associatives. Vous en avez dit un mot tout à l'heure, qui sont assez menacées d'ailleurs avec les restrictions budgétaires. On en parlera d'ailleurs vendredi sur notre antenne. Voilà, rendez-vous spécial autour de cette situation. Et donc, voilà, ça permet aussi les radios associatives la liberté de parole et la circulation libre des idées. Voilà, ça, il fallait le dire également. Merci infiniment, Marie Messmer, d'avoir été avec nous ce matin, ce lundi matin. Je rappelle que vous êtes députée LFI NFP de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, la circonscription de Rennes. Voilà, pour ne pas la Sud, avec 10 autres villes, 9 autres villes. Voilà. Merci à toutes vos équipes, c'est toujours un plaisir de venir vous voir. Merci encore. Très belle journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.